Ok, bonsoir tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir, c'est une émission un peu spéciale, puisqu'elle sera destinée au YouTube de Momcard. Donc, cette émission, je vais essayer de détailler un maximum les premiers pas dans Duelist, ce qu'est Duelist, d'où vient Duelist, ce qu'on peut attendre du Duelist, les bons côtés, les mauvais côtés, tout ça. Alors, juste avant d'enchaîner et de faire un monologue assez long, enfin assez long, pas tant que ça en fait, dites-moi si le son est ok, s'il vous plaît, sur le chat avant que je ne le ferme et que je fasse mon boui-boui dans mon coin. C'est nickel, c'est ok, tout va bien. Très bien. Alors, donc ce soir on va parler de Duelist. Duelist est un jeu qui intéresse grandement la communauté Momcard depuis quelques temps désormais. Il y a eu des émissions qui ont présenté un petit peu comme ça, mais c'est aussi un peu spécial où on va essayer d'être rigoureux sur ce qu'il y a à présenter. Et comme ça, tous les nouveaux joueurs qui voudront essayer Duelist auront une bonne base pour savoir où y mettre les pieds, tout simplement. Alors, la première chose à savoir, parce que c'est une des premières choses qu'il faut regarder, je pense, désormais dans les jeux vidéo, c'est d'où ça vient, qui est la boîte qui développe ça, et est-ce qu'ils ont un parcours, un CV entre guillemets. C'est pas vraiment un CV, plutôt une expérience. Alors, la boîte c'est Counterplay Games, alors ça va rien vous dire comme ça, je pense. Par contre, la chose qui est assez importante, c'est que celui qui est à la tête du projet Duelist s'appelle Keith, et c'est quelqu'un qui est très expérimenté dans le jeu vidéo puisqu'il a été lead producteur de Diablo 3, il a été lead programmeur d'un jeu, lead programmeur de jeu chez Insomniac, de ce que j'ai lu. Alors je ne sais pas ce qu'est Insomniac pour être honnête. Et il a été cofondateur de la boîte d'applications mobiles Booyah. Donc en gros c'est quelqu'un qui a quand même un CV long comme le bras, qui a une expérience longue comme le bras dans le domaine du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient d'un autre domaine, il baigne dans le jeu vidéo depuis des années désormais. Alors, autre chose à savoir qui est assez importante, je pense moi, c'est que c'est basé en Californie à San Francisco. Alors pourquoi c'est important? Parce que généralement en ce qui concerne les updates, les mises à jour, etc., ça suit plus ou moins le fuseau horaire américain West Coast du coup. C'est pas forcément une mauvaise chose pour les Européens parce que bon, la seule inconvénient c'est que si un jour il y a des gros patchs ou si un jour il y a un gros problème serveur, vous risquez d'être bloqué pendant une journée puisque eux ils dormiront. Genre si à 8h du matin chez nous il y a un problème, chez eux il est minuit. Donc c'est le seul réel problème. Mais bon. Le bon côté c'est que tout ce qui concerne les transactions financières c'est en dollars, ce qui est plutôt arrangeant pour nous. Et puis que globalement les boîtes US font quand même assez bien leur taf en termes de dev. Alors je ne crache pas sur les développements européens ni français, mais je pense que c'est quand même, ils sont quand même pas mal en ce moment les ricains là-dessus. Alors ce jeu a été kickstarté. Alors, il a été kickstarté à la hauteur de 138 000 euros, je crois. Je crois qu'il y a eu 3500 donateurs en tout. Donc, c'est un kickstart plutôt honorable. Pas fantastique, mais honorable. En tout cas, avec 135 000 $, ils avaient de quoi lancer leur jeu. Alors, le jeu a été vendu comme ce que eux, ils ont appelé un... Alors, attendez, je vais reprendre le terme exact pour pas me planter. Un turn-based strategy games. Alors le truc est un squad-based tactical combat. Voilà ça. Il y avait deux termes. C'est-à-dire que quand vous allez sur le starter, sur le Kickstarter, pardon, vous allez avoir ces termes-là un tout petit peu, comment dire, un tout petit peu barbares. Mais grosso modo, ce qui nous a intéressé côté Momcard, c'est que ça a ce côté CCG, c'est-à-dire qu'on collectionne des cartes sans pouvoir les trade, donc CCG, et
il y a un plateau, donc une notion de positionnement dans les cartes que l'on joue, et donc un petit effet puzzle, vraiment un effet board game, un effet il faut jouer avec un plateau. Pour les anciens joueurs qui ont joué à des choses telles que Warhammer par exemple et qui ont peint leurs petites figurines, bon là à l'exception que vous n'allez pas peindre les figurines ni les monter, mais c'est un peu l'idée, c'est un peu un plateau où des figurines se déplacent, il faut faire les meilleures actions, sauf que là ça ne se joue pas au dé, ça se joue à la stratégie pure et dure. Voilà, donc autre point sur lequel Kisly avait beaucoup insisté lors du Kickstarter, c'était les termes Ranked Competitive Play. C'est-à-dire que pour lui, le ladder va être une pièce centrale de son jeu. Il veut que le ladder à terme soit compétitif, lieu de compétition, et qu'il y ait des enjeux à jouer au jeu. C'est-à-dire que ce ne soit pas juste un jeu de tournoi, mais ça soit un jeu qui récompense le fait d'être performant constamment. Voilà. Autre chose qui avait été avancé lors des interviews qui ont précédé le Kickstarter ou pendant le Kickstarter quand ils ont fait leur promotion, et qui est plutôt juste et qui montre un petit peu l'intention du jeu. Il avait critiqué lui-même les turn-based strategy games, donc les jeux de stratégie au tour par tour, en disant qu'ils étaient lents. Et une des façons qu'ils ont trouvé d'empêcher cette lenteur dans Duelist, c'est de limiter le tour à 90 secondes. Et donc déjà d'une, ça accélère le jeu, et surtout ça l'a poussé vers la deuxième chose qu'il avait dite lors de cette interview, c'est-à-dire qu'il voulait faire en sorte que les gens puissent avoir des sessions courtes de jeu. C'est-à-dire que vous pouvez vous log, faire une partie, ça vous prend 5 minutes, et passer à autre chose. Typiquement, c'est quelqu'un qui a pensé un petit peu au côté mobile du jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu, c'est vrai, si vous êtes en déplacement, si vous avez le temps 5 minutes quelque part, c'est pas impossible de finir une game en 5 minutes. Loin de là. Loin de là. Voilà, donc ça c'était pour la présentation un petit peu globale du jeu. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va passer tout de suite à la présentation du jeu lui-même. Donc vous pouvez retrouver, vous pouvez télécharger le jeu puisque désormais il est en open beta depuis fin octobre maintenant. Vous pouvez le tester gratuitement sans aucun problème. Et une fois que vous aurez fait votre compte et que vous serez logué, vous allez tomber sur quelque chose qui ressemblera à ceci. Donc ceci, c'est l'écran d'accueil de Duelist. Donc la première chose que je vais faire avant de parler du jeu, parce que c'est généralement la première chose que les gens font, ils touchent à tous les boutons, ils savent pas ce que c'est. Déjà, une bonne chose, c'est qu'il y a un bouton play, c'est-à-dire que si vous n'avez pas quoi faire, au pire vous cliquez sur play et ça va vous amener quelque part. Avant d'aller sur play, parce que j'imagine que si je commence par ça, il n'y a plus personne qui va regarder la suite, on va faire tous les autres petits menus, qui sont quand même relativement importants mais très simples à comprendre. Alors le premier menu c'est Quest, donc vous l'aurez compris, Quest, quand on va dessus, on a des daily quests, donc personnellement je les ai faites pour aujourd'hui. Mais grosso modo vous allez avoir 2 quêtes par jour que vous pouvez remplacer une fois chacune, qui vont vous permettre de gagner des gold étant la monnaie. Donc il y a un système de daily quest, ça vous l'avez bien compris. On ne peut pas les cumuler, c'est à dire que vous en avez 2 et vous en avez juste 2. Vous pouvez pas en avoir 4, 6, 8 et ensuite les clean d'une seule traite. Ce qui est pas forcément la meilleure des idées, je trouve, puisque ça force à se log tous les jours, donc c'est dans leur intérêt à eux que vous vous loguiez tous les jours, mais généralement les joueurs aiment pas trop se sentir un petit peu prisonniers. Donc je n'ai pas trop lu les retours à ce sujet sur le forum, c'est pas, personnellement ça ne me gêne pas puisque j'y joue de façon très très régulière, mais pour des gens qui joueraient de façon un petit peu plus casu, ça aurait pu être une bonne idée de se dire ok, ils ont une session maintenant où ils peuvent clean 4 ou 5 quêtes d'un coup. Bon, ça n'a pas été leur choix pour le moment, c'est une bêta à voir, donc c'est comme ça. Deuxième menu qu'on peut retrouver, le menu de profil. Alors le menu de profil, c'est un grand mot pour pas grand chose pour le moment, puisque à gauche on a les meilleurs rankings, je l'expliquerai après plus tard le système d'ailleurs, votre meilleur classement grosso modo en général, le meilleur classement ce mois-ci et le classement du mois d'avant, on dit en vert des frises, donc c'est bien beau, c'est joli, c'est tout ce que vous voulez. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Non. Il y a le nombre de ranked wins, ça c'est sympa, mais on n'a pas le nombre de wins par faction, donc c'est un écran que je dirais assez pauvre. Au final, la seule chose qui nous intéresse vraiment, c'est les menus de change d'usage, change password et de changer éventuellement
notre profile picture, mais on peut pas vraiment changer pour quelque chose qu'on veut. J'imagine que c'est un menu qui va beaucoup évoluer avec le temps, qui va rajouter beaucoup d'informations avec le temps. Actuellement, sincèrement, il n'y a pas grand intérêt à aller dessus. Armory. Alors l'armory, c'est le nerf de la guerre, c'est là où on peut acheter des Spirit Orbs ou acheter pour monnaie sonnante et trébuchante des orbes. Donc les orbes, ce sont les conteneurs pour vos nouvelles cartes, tout simplement. C'est l'équivalent des boosters dans les autres TCG. Settings. Alors, le settings est assez classique, mais il manque quand même une chose qui est très importante, qui est la résolution du jeu, et le fait de le passer en fenêtré. Donc je vais vous donner une astuce maintenant. Quand vous arrivez sur le jeu, la seule façon de le passer en fenêtré, enfin une des façons de le passer en fenêtré en tout cas, c'est d'appuyer sur CTRL, Maj et F, et ainsi vous allez à la version fenêtrée du jeu. C'est pas super pratique, c'est vraiment pas génial, parce que ça fait vraiment l'effet que le jeu n'est pas fini. Bon, une fois que vous connaissez le CTRL, Maj, F, il n'y a rien de très grave non plus. Ces petites options de Battle Log, Player Details, de Sticky Targeting sont plutôt sympathiques à essayer. Je vous conseille également au lancement du jeu de ne pas mettre vos oreillettes, sinon vous allez perdre 4 décibels. Et de baisser le son aussi vite que possible dans les menus, puisque je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de complot qui dit que les jeux vidéo doivent mettre leur son à fond les ballons quand on le lance la première fois. Mais je pense que ça peut tuer des gens. Et l'onglet Amis, donc l'onglet Amis, on voit plein de gens qu'on peut ajouter en ami. Le chat est assez bon, sans être fantastique. Donc on peut rechercher là, si jamais on est vraiment flemmard. On peut challenge, donc on peut faire un duel directement avec quelqu'un. On peut checker quel rang il est, donc il faut savoir que les rangs plus on est bas et meilleur on est. Et puis voilà. Voilà, donc ça c'est pour les menus du haut. Passons sur les menus de gauche, parce que c'est pas très compliqué. Alors, play, bah, c'est pour jouer. Mais j'ai dit que je le ferai en dernier. Collection. Allons-y, rentrons dans notre collection. La collection, c'est là où on aura toutes nos cartes, et c'est là aussi qu'on pourra avoir accès au deck builder. Là, on pourra créer des decks. Alors, je reviendrai sur le système de crafting un tout petit peu plus tard, mais vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un truc assez classique, qui n'est pas franchement beau, ni franchement moche. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vos cartes qui sont triées. Enfin, les filtres en haut, ce sont les filtres des factions. Pareil, j'y reviendrai juste après la présentation des menus. Et puis, quelque chose qui permet de créer un nouveau deck. J'ai rien d'exceptionnel, rien de mauvais non plus. Donc, quelque chose qui est dans la norme du moment. Le codex est une feature qui va arriver un tout petit peu plus tard, qui est censée amener le côté lore du jeu, le côté histoire du jeu. Ce n'est pas quelque chose qui va intéresser tout le monde, mais on sait très bien qu'il y a quand même quelques personnes, il y a quand même des gens qui aiment beaucoup le lore d'un jeu vidéo. Vu le mal qu'ils se sont donné graphiquement sur le jeu, au niveau des artworks et compagnie, on peut s'attendre à un lore quand même relativement riche. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt cool. Au niveau de ce qu'on voit d'autre sur l'écran d'accueil, donc l'armory, c'est exactement pareil que ça, c'est-à-dire que c'est dit vraiment non, mais venez acheter quelque chose. Normal, ils sont là pour faire quand même un petit peu d'argent aussi. Et quand on clique sur ce drôle de triangle ici, qui est en fait une norme, mais moi j'appelle ça un triangle bizarroïde, on peut avoir accès à un endroit où il y a les orbes à droite quand vous allez les acheter ou les gagner, que vous pouvez faire glisser et ça va ouvrir un pack. D'ailleurs je vais le faire tout de suite, comme ça sera fait. Donc armory. J'achète un pack en gold. Voilà. Très bien. Success. Et vous voyez, donc on a une orbe ici qu'on peut bouger partout. Il y en a qui vont s'amuser comme des petits fous. Je me suis toujours demandé ce que ça reste là. Et non. Donc vous voyez, non, ça marche pas. Donc on la laisse glisser et s'ouvre 5 cartes. Voilà. Alors, je vais pas m'attarder dessus juste après. Donc chaque pack contient 5 cartes, ça c'est stable par contre, ça je peux vous le dire tout de suite. Au niveau du bouton play, le fameux bouton play, qu'est-ce qu'on a dans le bouton play? On a 4 fenêtres. La première fenêtre est le training ground. Le training ground, c'est là où vous allez apprendre le jeu, et c'est aussi là que vous aurez accès à des puzzles. Et ces puzzles vont vous permettre de gagner des golds assez vite dans la partie, et encore plus important, va vous permettre de vous faire une idée de la profondeur du jeu et de la complexité de certains raisonnements. Pas mécaniques parce que les mécaniques sont plutôt simples, mais qui va vous donner un petit peu une idée de ce qu'on peut faire dans le jeu
de quel combo on peut avoir, de quel truc un peu fou on peut réaliser. Donc ces puzzles sont sont toujours du même comment dire, du même acabit, c'est-à-dire qu'ils vous disent voilà, vous avez un tour pour tuer le général adverse, sinon au prochain tour il vous one shot. Bon, voilà. On reviendra un tout petit peu plus tard et surtout dans la deuxième émission là-dessus. Ok, dans le play, on voit aussi le Season Ranked Ladder. Donc ça c'est un simple ladder où on peut choisir des decks. D'ailleurs je vais revenir tout de suite dessus. Donc au début vous allez avoir accès à des starter decks. N'ayez crainte, vous avez accès à tous les starter decks. Hein. Vous pouvez absolument tous les choisir n'importe quand. Ces starter decks sont plutôt pas mauvais pour commencer. Ils sont évidemment pas suffisants à un certain stade du ladder, mais au début pour apprendre le jeu, même si vous risquez de perdre 2, 3, 4, 5 fois de suite, au bout d'un moment vous allez comprendre certaines choses et vous gagnerez vos premières parties sans trop de problèmes. Le Gauntlet. Alors le Gauntlet est un truc qui est un tout petit peu spécifique, qui ressemble étrangement à un autre jeu très connu d'une compagnie nommée Blizzard, puisque c'est exactement le même déroulement. C'est-à-dire que vous allez avoir au début un choix de faction, vous allez choisir une faction, puis ensuite vous allez avoir des choix 3 cartes par 3 cartes, et vous allez devoir piquer dans ces cartes là pour vous faire un deck. Une fois que vous avez fait le deck, vous jouez jusqu'à ce que vous ayez soit 3 défaites, soit 12 victoires. En fonction du nombre de victoires, vous avez des lots plus ou moins importants. Il faut savoir qu'une des choses les plus importantes dans Duelist, c'est ce qui le rend extrêmement free-to-play, c'est que à partir du moment où vous lancez un Gauntlet, vous êtes rentable. C'est-à-dire que les golds que vous investissez dans le Gauntlet vous seront rendus vous seront au minimum rendus en lot. Hein. Vous ne serez pas roulé, vous n'allez pas investir, vous prendre 3 défaites, perdre tout. Non, non, ça marche pas comme ça. Alors, il faut savoir aussi, autre chose qu'il faut quand même dire, le Gauntlet n'est disponible que le mercredi et le samedi, 24 heures à chaque fois. Alors, pourquoi? On ne sait pas. Mais moi, je trouve ça plutôt bien que ça soit pas accessible tous les jours. Ça permet de faire une petite réserve de gold, de dire, ok, là, demain, c'est bon, je fais mes gauntlets, je m'amuse à faire des gauntlets. Et ça donne un petit peu... ouais, ça fait un petit rendez-vous pour tout le monde. Genre, on sait que le mercredi, il va y avoir du gauntlet, donc on fait du gauntlet. Donc on tombe contre des gens qui veulent faire du gauntlet. Voilà, alors dernière chose, dernier menu qu'on peut retrouver dans le menu play, c'est le sandbox. Alors qu'est-ce que c'est le sandbox? Le sandbox, ça vous permet de choisir 2 decks, et vous pouvez jouer contre vous-même en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir votre deck, et encore un autre de vos decks, et vous allez vous affronter comme si vous allez jouer avec les 2 mains en fait. Vous allez avoir les 2 mains, les 2 joueurs, etc. Ça sert juste à voir un petit peu ce que votre deck est capable de faire. Ça peut servir aussi à éventuellement tester un match-up, voir un peu tiens comment est-ce qu'on pourrait réagir, quelles sont les meilleures séquences. C'est quelque chose qui permet de réfléchir, c'est une bonne feature que d'avoir ça. C'est une bonne feature. Voilà, donc ça c'est tout pour le menu Play. On a fait le menu Play, on a fait le menu View, on a tout fait, on peut passer au jeu. Alors, avant de voir les premières images du jeu, il faut quand même que je présente un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu les factions, puisque ça j'y reviendrai plus tard dans d'autres émissions. Donc il y a 6 factions, je vais même les présenter plutôt depuis ce menu qui est un peu plus cool. Il y a 6 factions. Il y a les Songhai. Alors, je vais pas les lire parce que je pense que vous n'êtes pas aveugle, je vais juste les faire un par un pour... je vais juste les décrire un par un. Donc le Songhai Empire. Donc le jeu Songhai, donc qui est de couleur dominante rouge, est un jeu assez agressif, mais basé plutôt sur le combo en fait. C'est-à-dire que vous allez combiner vraiment 2, 3, 4 cartes pour faire maximum de dégâts, essayer de reproduire la séquence 2 ou 3 fois pour venir à bout de votre adversaire. Lionheart, c'est la faction probablement la plus équilibrée. Ça a tout, ça fait tout à peu près bien, et ça a des sorts qui sont assez fort. C'est aussi la faction qui se sert le mieux du heal, du soin. Les Vétruviennes, c'est un petit peu particulier. Les Vétruviennes, leur signature, c'est de poser des espèces d'obélisques qui vont invoquer des minions qui ne tiendront qu'un tour, mais ça va le faire à chaque fois. Donc c'est assez sympathique à jouer, c'est assez différent du reste. Ça a tendance quand même à partir sur des jeux contrôle plus tard. Hein. Alors Abyssian, on peut faire un peu tout avec Abyssian. Abyssian, on peut jouer des jeux rush swarm, c'est-à-dire avec plein de petites bêtes. On peut jouer des jeux agressifs, mais plutôt sur le burn, c'est-à-dire sur les dégâts directs. Et puis on peut jouer des jeux un peu plus contrôle, qui vont avoir beaucoup de removal et beaucoup d'anti-bêtes. Magmar, c'est un peu le... Ça ressemble un petit peu à Lionheart, sauf que vous
vous échangez les synergies de heal avec des corps beaucoup plus imposants, beaucoup plus gros et beaucoup plus violents en termes d'impact sur le board. Et Vanar, alors Vanar c'est une faction qui est très portée sur le positionnement sur le board, c'est-à-dire que si vous savez vous positionner sur le board, si vous savez attirer votre ennemi où vous voulez sur le board, vous aurez un avantage. Voilà. Donc j'en dis pas plus sur ces factions, je vais vous montrer tout de suite à quoi ressemble le board et vous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble. Donc on va utiliser la sandbox pour ça. Sandbox. On va prendre les starter decks, on va prendre un Lionheart et on va prendre un Abyssian par exemple. Très bien. Donc voilà, ça ressemble à ça. Quand vous arrivez sur le jeu, la première chose que ça va vous montrer, c'est une main à 3 cartes. Et cette main à 3 cartes, vous allez pouvoir remplacer 0 à 3 cartes de la main. C'est-à-dire que toutes les cartes qui ne vous intéressent pas, vous pouvez les enlever. Donc ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Alors, et là, du coup, vu que j'ai utilisé le sandbox, je vais faire aussi la même chose pour la deuxième main. Ça vous permet d'avoir à chaque fois deux façons de voir les choses. Très bien. Alors, je ne vais pas détailler toutes les cartes parce que c'est pas le but, je vais juste essayer de détailler les mécaniques. Alors, qu'est-ce qu'on voit? L'interface in-game. En haut à gauche, vous allez avoir votre nom, donc c'est pas player 1, le mien, mais là dans la sandbox, vous êtes player 1. Vous allez avoir 25, c'est votre nombre de points de vie, donc ça vous pouvez le voir ici. Vous pouvez le voir aussi en surlignant, enfin en cliquant une première fois sur votre héros, ou en passant la souris dessus tout simplement. Voilà. Là vous voyez très très bien les points de vie de chacun. Ici, en haut, ce qu'on voit, ce sont les ressources. Ce sont les ressources. Donc, comme à peu près tous les jeux de cartes, quand une carte est indiquée avec un petit chiffre en dessous qui est 2, comme là, dans l'hexagone, eh bien, ça veut dire que ça coûte 2 de ressources pour la jouer. Donc voilà, on peut se déplacer, et là, pour 2, je vais invoquer mon adepte. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'adepte? On peut passer sa souris dessus, on touche plus à rien, et on peut lire. Donc pour 2, elle a 4, 3. Alors le 4 dans le cercle jaune c'est l'attaque, le 3 dans le cercle rouge c'est la défense. Donc ça c'est pareil pour tous les amateurs de CCG, vous n'allez pas être très perdu. Et c'est marqué Zeal 2 points, gains plus 2 attaque. Bon, alors on ne sait pas ce que c'est Zeal, heureusement à chaque fois que vous avez un doute comme ça, il y a le petit encadré qui vous explique ce que c'est. Donc le Zeal ça gagne un bonus quand c'est proche de votre général. Alors proche est un mot-clé qui veut dire vraiment les cases autour de votre général. Donc votre général c'est lui, évidemment. Et les cases qui sont autour de lui, on les voit là. Vous voyez, c'est le carré qu'on voit, 3 par 3. Donc en fait, tant que cette carte est dans ce carré 3 par 3, elle possède le buff de Zeal qui est plus 2 d'attaque. Voilà comment ça fonctionne. Alors, sinon, pour m'attarder un petit peu plus sur l'interface du jeu, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ces espèces de globes un peu bizarres. Alors il faut savoir que si vous allez sur ces globes avec une unité, que ce soit votre général ou une créature, vous allez gagner 1 point de ressource pour ce tour-ci. Autre chose que l'on peut voir sur cet écran, on voit le nombre de cartes qu'il reste dans le deck de l'adversaire, on voit le nombre de cartes qui lui reste dans la main, on voit les ressources qu'il va avoir au prochain tour, j'imagine. Ça, je ne sais pas si c'est pas un peu bugué d'ailleurs. C'est ce qu'on aura au prochain tour. Et dernière chose qu'on voit sur cette interface, pas dernière chose, avant-dernière chose qu'on voit sur cette interface, on voit le replace. Alors qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'à chaque tour, vous pouvez prendre une carte de votre main, donc là avec le clic gauche, hein, et la remplacer. Si vous faites ça, vous piochez une autre carte. C'est gratuit, vous pouvez faire ça à chaque tour. Dernière feature, c'est le battle log. Alors là malheureusement ma résolution ne montre pas le battle log au mieux, mais il faut savoir que si vous avez une résolution qui est un peu plus grande que la mienne, parce que moi je joue en fenêtre assez petit, vous allez avoir tous les derniers spells qui sont lancés. Donc là on devrait voir quelque chose, sauf qu'on ne le voit pas parce que je vous ai déjà dit ma résolution est un petit peu pourrie. Mais sinon il y a tout le battle log, c'est-à-dire tout ce qui s'est joué, toutes les dernières actions qui se sont jouées. C'est assez pratique dans certaines situations. Genre vous avez tourné la tête, vous revenez, vous n'avez plus rien sur le board, bon, vous allez bien savoir ce qui s'est passé. Voilà. Et quand on fait fin de tour, donc on va pas le voir tout de suite là, mais on pioche 2 cartes. On le verra après. Alors, autre chose que je vais aborder, ce sont les déplacements. Quand je clique sur les héros, vous voyez, je peux avancer horizontalement, verticalement, de 2 cases. Mais en diagonale, c'est une seule case. Donc c'est soit de 2, soit de 1. Diagonalement. Alors, je pourrais reculer, mais là, sauf que là, il n'y a pas de board derrière. Donc là, on va avancer.
Donc là ce qui va se passer, donc là on regarde mes cartes, elles coûtent 3, elles coûtent 1, elles coûtent 1. Je vous laisserai le soin de la lecture de toutes les cartes encore une fois. Là je vais juste m'attarder au truc basique qui dit, ok je le pose, quels sont ses stats de base. Donc là ça coûte 3, donc on va vérifier ce que j'ai dit avec les globes. Si je pose la... Alors déjà oui, je peux poser des créatures tout autour de mon général ou autour des créatures que j'ai déjà invoquées. Donc là actuellement je n'ai rien invoqué, donc je peux le mettre seulement autour de mon général. On va le mettre sur le globe. Et là en le mettant sur le globe, vous voyez ça m'a coûté 3. Ça m'a coûté 3. Mais avec le globe j'ai gagné 1 de ressources ici. Ce 1 de ressources je peux encore jouer quelque chose. Donc on va en profiter. On va le jouer. On peut cliquer sur fin de tour. Alors voilà, donc là ce sont les deux cartes que j'ai piochées en fin de tour. Tout à l'heure avec le Lionheart. Donc là on va jouer un truc qui coûte 1 par exemple, qui dit deal 2 points de dégâts, 1 minion. Ah, c'est très facile, c'est assez intuitif. Hein. On fait glisser la carte vers la cible, là on va refaire la même chose ici par exemple. Tac. On replace la carte parce qu'on veut regarder. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va déplacer notre minion ici, on va gagner 1 de ressources. On déplace notre général pour redonner le buff, vous vous rappelez, hein, parce que le Zil, je rappelle, il faut qu'il soit tout autour de mon général pour avoir le buff de Zil. Et puis on va jouer un buff par exemple, donc là c'est quelque chose qui coûte 2, qui donne +1/+1 à toutes mes créatures. Donc là ça va donner +1/+1 à cette créature là. Donc ça c'est un effet graphique dû à l'ancienne créature, encore une fois, je ne les détaillerai pas toutes. Ok, donc, et bien là je vais me déplacer. Je veux dire qu'à cela ne tienne, moi aussi je prends mon orbe de mana, je récupère 1 point de mana, et je mets mon équipement. Donc ça coûtait 1, c'était un artefact, c'est pas un équipement, excusez-moi. Donc les artefacts sont des armes en fait qui se mettent sur votre héros. Les armes, elles ont une durabilité, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez des dégâts, vous perdez 1 de durabilité. Les armes, elles ont 3 de durabilité, on le voit ici. Donc une fois que vous perdez le 3e point de durabilité, elles se cassent. Très bien, j'ai rien d'autre à jouer, donc à la fin du tour je piocherai 2 cartes. Voilà. Et là ce que je voulais vous montrer c'est au niveau des unités c'est les mêmes règles de déplacement, d'accord? C'est exactement pareil. Et autre chose que je voulais vous montrer c'est que en fait les créatures on peut les poser, donc c'est soit autour de notre général, soit autour des unités qu'on a déjà invoquées comme j'ai déjà dit. Et donc quand on essaie de l'invoquer de toute façon on voit les cases. C'est-à-dire que là je maintiens mon clic gauche en fait. Quand je maintiens mon clic gauche je vois sur quelle case je peux l'invoquer. Donc là, admettons, je vais le mettre là, peu importe. Et ça s'invoque. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on frappe, comment est-ce qu'on gagne? Donc on gagne quand le général allié passe à 0 de défense. Donc il a 2 d'attaque. Chaque généraux ont 2 d'attaque et 25 points de vie sont tous pareils à ce niveau-là. Donc on gagne quand un héros passe à 0 points de vie, tout simplement. Au niveau des combats eux-mêmes, comment ça fonctionne? Et bah c'est assez simple. Les créatures se frappent. C'est-à-dire que si avec ma 4-6 je tape la 4-6, eh bien je vais lui infliger 4, mais lui va m'infliger 4 aussi, puisqu'il a 4 d'attaque. Voilà. Donc ma créature est devenue 4-2, et sa créature est une 4-2, et ça reste, c'est-à-dire que ça se régénère pas, elles resteront des 4-2 désormais. Si je fais fin de tour, il n'y a rien qui va changer. Donc là on peut continuer, on va mettre des choses, blabla, ça coûte 2, ça coûte 3, bref. Le jeu est assez simple au final, là c'est pareil, je vais aller taper là. Paf, donc je vais prendre mes 3 points de dégâts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai invoqué une petite merdouille, un petit Wraithling. Et ça, c'est mon artefact qui fait ça. Vous voyez, quand j'ai frappé, j'ai activé l'artefact. Et surtout, la créature m'a frappé en retour, ce qui a détruit 1 point de durabilité de l'artefact ici, vous voyez. Donc là, etc., etc., etc. Donc, je vais pas vous faire la game entière. Je vous invite à faire des tutos pour vraiment voir le fond du jeu. Mais ça vous montre un petit peu le système, c'est-à-dire que c'est un système où le positionnement va être important, puisque en fonction de où est votre créature, il y a des effets. Par exemple, les Songhai aiment bien être dans le dos de leur adversaire, alors que par exemple les Lionheart aiment bien faire des dégâts tout autour d'une zone, ou alors les Vanards vont plutôt préférer jouer dans votre camp que dans le sien. Bref, chaque faction, plus ou moins, a des avantages et des inconvénients en fonction du positionnement que vous allez avoir. Donc c'est là où ça devient assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est sur le board, qui a l'air d'être un jeu de board, un board game, quoi, un jeu de plateau, sauf que typiquement ça répond à quasiment toutes les règles d'un CCG classique. C'est-à-dire que vous avez besoin de tirer le maximum de value de chacune de vos cartes, de chacune de vos créatures et de vos actions. Donc
qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en exemple? Je pense que j'ai à peu près fait le tour sur les mécaniques basiques du jeu. Hein. Je vais vous montrer quand même à quel point... Enfin, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand l'adversaire tombe à 0. On va faire ça assez vite. Donc là, j'ai tapé à 4. M'a tapé en retour. Il m'a tué ma créature parce qu'elle n'avait plus que 2 points de vie. Faire comme ça. Faire comme ça. Je fais un peu n'importe quoi, hein, ça n'a aucune importance. Donc vous voyez, alors il y a un truc qui est assez sympa, c'est vous avez vu j'ai fait plein d'actions et là je ne touche plus à rien et l'ordinateur va faire toutes ces actions juste derrière, c'est-à-dire que ça enregistre plus ou moins les mouvements. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin d'une animation. Alors au début vous n'allez pas le faire parce que vous allez vouloir être sûr du résultat, mais sincèrement croyez-moi après c'est super utile et ça donne un petit peu un sentiment de fluidité, de rapidité dans le jeu quand même. Hein. Regardez, hop. Si je fais comme ça, que je décris tous mes mouvements, il n'y a pas de problème, ça le fait derrière. C'est assez agréable. C'est assez agréable. Voilà, donc j'ai fini la partie pour vous montrer. Voilà. Donc, quand vous gagnez, vous avez une magnifique épée qui dit vous avez gagné, victory, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, au niveau... puisque là je pense avoir... J'ai pas fait le tour, je peux pas faire le tour des mécaniques du jeu comme ça. Je voulais simplement montrer à quoi ça ressemble, parce que... Essayer de tout vous expliquer comme ça, ce n'est pas le but. Moi c'est plus l'aspect général du jeu qui m'intéresse ce soir. Alors... au niveau du système économique et du système de jeu, c'est-à-dire que... On va commencer avant par plutôt le côté comment ça se passe dans le jeu, qu'est-ce que je vais faire dans le jeu en fait. Le nerf du jeu c'est le ladder. Le ladder c'est donc le season ranked ladder où vous allez pouvoir spammer les matchs et monter tranquillement votre rang, voir de plus en plus de cartes et surtout accumuler des golds. Une fois que vous aurez accumulé des golds, la stratégie va être de les utiliser uniquement en gauntlet, parce que c'est là que vous allez en tirer le plus de value. C'est-à-dire que pour 150 gold dépensés, c'est le prix d'entrée du gauntlet, vous allez avoir minimum, même si vous faites 0 victoire et 3 défaites, vous allez avoir minimum une orbe et quelques gold. C'est-à-dire quasiment remboursé, quoi, si vous faites 0 win. Donc, il vaut beaucoup mieux dépenser ces golds en gauntlet que simplement acheter une orbe comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc déjà c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez dans le gauntlet, vous allez gagner des spirits. Les spirits, c'est ce qui vous permet de crafter des cartes. D'accord. Donc je vais vous montrer le système de craft juste derrière. Il faut savoir une chose, c'est que avoir les cartes comme ça juste en ouvrant des orbes, c'est vraiment compliqué, puisque vous pouvez ouvrir des doublons, vous pouvez avoir une quatrième carte, une cinquième carte, enfin bref. Donc il y a un système qui fait que vous pouvez désenchanter les cartes. Moi j'appelle ça désenchanter, il y en a qui appellent ça décrafter, dans tous les cas c'est moche comme mot. Mais en gros on peut détruire une carte pour obtenir des spirits. Ce qu'ils appellent des spirits, c'est une espèce de monnaie. Avec ces spirits on peut crafter des nouvelles cartes. Donc le truc c'est que vous allez devoir commencer par le ladder. Vous allez devoir commencer par jouer vos starter decks une fois que vous aurez assez de gold pour lancer un gauntlet, vous attendez le mercredi ou le samedi et vous lancez vos gauntlets. Petite astuce, la chose que tout le monde devrait faire quand il se lance en dueliste, quand vous commencez à jouer, vous jouez tous les starter decks les uns après les autres jusqu'à ce que vous montiez le niveau 11 dans chaque faction. À chaque fois que vous allez faire une partie, vous allez gagner de l'XP en plus de tout le reste. Cette XP c'est votre XP dans la faction. Et quand vous atteignez le niveau, en grosso modo, plus vous montez, plus vous atteignez des cartes. Enfin, plus vous gagnez des cartes, pardon. Vous gagnez des petits bonus, des trucs comme ça, vous gagnez des emotes. Des trucs assez fun en plus du reste. Et quand vous arrivez level 11, vous allez donc au total avoir débloqué toutes les cartes basiques de cette faction là, qui sont pas forcément mauvaises, puisque ce sont des cartes que vous allez retrouver même dans les gros decks. Les decks compétitifs on va dire, et vous allez gagner surtout une orbe à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez level 11 dans une faction, vous gagnez une orbe, donc 5 cartes. Alors,
ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est donc faire comme ça, dans ce sens-là, bien faire les quêtes journalières au début, même si c'est un petit peu frustrant parce que c'est pas la faction que vous préférez ou parce que si, parce que ça. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'arriver le jour du gauntlet en disant c'est bon, je peux faire un ou deux gauntlets et avancer ma collection. C'est comme ça que vous allez avancer le mieux. Vous allez le mieux avancer, vous m'avez compris. Donc ça me permet de rebondir sur la dernière section de cette présentation dueliste, qui est le craft. Alors quand... voilà, donc le craft est ici, le petit bouton qui est ici, crafting. Et vous voyez, donc là j'ai 1005 spirit, et j'ai un truc qui me dit désenchanter les extras. Donc ça va pas vous arriver tout de suite, j'imagine. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les cartes qui sont au-delà de 3 exemplaires, puisque ça je l'ai pas dit, mais du coup je fais un peu les choses à l'envers, mais... Toutes les cartes qui sont au-dessus de 3 exemplaires, vous ne pouvez rien en faire, puisque les decks ne peuvent pas comporter plus de 3 cartes par... plus de 3 copies d'une même carte, pardon. Donc, si je désenchante les extras, ça me fait directement désenchanter tout ce que je veux, et j'ai eu 40 spirits de plus. Voilà. Donc, je reviens sur le deck builder. Donc, au niveau des decks, les decks dans Duelist sont des decks de 40 cartes. En fait, 39 cartes plus 1. C'est-à-dire que c'est 39 cartes plus le héros. 39 cartes plus le héros, sachant que vous ne pouvez pas mettre plus de 3 fois la même carte. C'est la règle de base, simple. Voilà. Au niveau du crafting, donc je disais, quand vous cassez une carte, par exemple, si je voulais casser, admettons, cette épique-là, voilà, j'ai ce menu-là. Donc c'est soit je la crée pour 900 spirits, soit je la casse et je récupère seulement 350 spirits. Donc oui, évidemment, quand vous allez casser une carte, vous n'allez pas récupérer directement sa valeur. Vous allez récupérer 3 à 4 à 5 fois moins. Donc ça veut dire qu'il faut que vous désenchantiez 2, enfin on va dire 3 quoi. Il faut que vous désenchantiez 3 cartes de qualité légendaire pour vous en crafter une. Donc attention, si jamais vous choisissez de désenchanter une légendaire ou même une carte épique, soyez sûr de votre choix, sinon vous risquez de le regretter sur le long terme. Néanmoins, malgré ce premier conseil, je vais vous donner le conseil inverse, qui est quand même à un moment donné, si vous voulez vraiment progresser, il est plus sage de se fixer deux factions, à essayer d'obtenir les cartes sur ces factions, les cartes clés de ces factions-là, et après seulement, plus tard, quand vous aurez pris goût à votre faction, que vous aurez pu jouer le jeu, etc., vous aurez peut-être un peu plus de temps et d'expérience pour récolter les autres cartes. Bon, personnellement, je préfère avoir cette approche-là. Il y en a qui sont beaucoup plus collectionneurs, qui ne désenchanteront jamais une carte qu'ils n'ont pas en 3, en 3 exemplaires. Voilà, faites comme vous voulez. Je vous dis juste que si vous êtes compétiteur dans l'âme, prenez une ou deux factions et essayez de la maîtriser et d'obtenir les cartes surtout qui permettent de la jouer. Voilà. En autre petit conseil que je peux vous donner, essayez d'éviter Vétruvienne au début, sauf si vous êtes vraiment en kiff sur la faction, tout simplement parce que c'est un deck où les cartes de qualité épique et légendaire sont très importantes pour le jeu. Voilà. Donc, c'est pas forcément le meilleur choix que de s'enticher de Vétruvienne au départ. Après, encore une fois, si c'est ce que vous préférez, si c'est votre style de jeu, foncez. Et parce qu'au final, c'est un deck qui est vraiment cool une fois qu'il est fini. Alors, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur cette première partie d'émission. Donc, je vais clore cette vidéo-ci ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le stream, relancer la vidéo. Donc là, cette partie-là sera coupée sur YouTube. Je vais relancer la vidéo et je vais faire une émission où je vais résoudre